Bienvenue, toi. Toi, l'élu. Toi, l'authentique. Toi, l'âme que l'on n'a jamais comprise, mais dont la lumière n'a jamais cessé de déranger. Assieds-toi un instant, respire, et laisse-moi te parler comme on parle à quelqu'un que l'on respecte vraiment. Pas comme on parle à la foule, pas comme on parle aux soldats de façade, non. À toi, celui ou celle qui sent depuis des mois, parfois depuis des années, qu'une fatigue étrange s'est installée dans ses os. Une fatigue qui ne ressemble à rien de ce que la médecine nomme. Une fatigue qui ne vient ni du travail, ni du manque de sommeil, mais d'un suçage invisible, d'un drainage permanent, comme si quelque chose ou quelqu'un tirait sur le fil de ton énergie vitale sans que tu puisses mettre un visage dessus. Tu t'es déjà demandé pourquoi, toi qui donnes tellement, tu reçois si peu. Pourquoi, toi qui portes les autres, personne ne te porte quand tu tombes. Pourquoi ta grandeur dérange, ton empathie irrite, ta lumière brûle les yeux de ceux qui vivent dans l'obscurité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est certainement pas une faiblesse de ta part, c'est le propre des âmes élues. Et il existe une raison précise pour laquelle on a voulu que tu ne la découvres jamais. Parce que derrière cette fatigue, derrière cette jalousie qui s'agglutine autour de toi comme des mouches autour d'une flamme, il y a une forteresse, une armure, une architecture énergétique absolue, transmissible, reproductible, appelée par ceux qui la connaissent, le protocole obsidienne. Garde ce nom, il te suivra jusqu'à la fin de ce message. Ne crains jamais la scène qu'ils ont construite pour te déshonorer. L'histoire a cette étrange habitude de transformer l'humiliation publique en berceau d'une autorité que plus rien ne peut ébranler. Il y a une vérité que la plupart des gens ne découvrent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Toute humiliation publique n'est pas un accident. Certaines humiliations sont méthodiquement orchestrées. Elles sont conçues pour te faire douter de toi-même, pour convaincre les autres que ta valeur a expiré, pour s'assurer que certaines portes ne s'ouvriront jamais devant toi. À travers les siècles, ceux qui portaient une force, une influence ou un potentiel inhabituel se sont retrouvés publiquement incompris bien avant d'être publiquement célébrés. Ce schéma est plus ancien que les royaumes, plus ancien que les institutions, plus ancien que les armes utilisées contre eux. Et voici le détail fascinant. La psychologie a démontré que les gens se précipitent pour juger quelqu'un pendant une chute publique, mais qu'avec le temps, ils finissent par juger ceux qui ont créé ou prolongé l'humiliation. La mémoire humaine est imprévisible. Le scandale s'efface, mais le caractère a cette manière de survivre, bien après que le bruit ait disparu. Ce qui commence comme un spectacle pour la foule devient souvent une leçon inconfortable sur l'intégrité, la résilience et la vérité. Ceux qui ont tenté de t'humilier croyaient écrire le dernier chapitre de ton histoire. Ils ont célébré trop tôt. Ils pensaient enterrer ton influence, alors qu'en réalité ils t'introduisaient dans la pression exacte qui allait révéler qui tu étais réellement. Ils attendaient la panique. Ils attendaient la vengeance. Ils attendaient que tu passes le reste de ta vie à te justifier auprès de gens qui avaient déjà fait leur choix. Quelque chose a pourtant échappé à leurs calculs. La manière dont tu as traversé cette saison douloureuse a silencieusement rebattu les cartes du jeu. Ceux qui étaient censés t'ignorer ont commencé à te remarquer pour des raisons totalement différentes. Les hommes et les femmes de sagesse ont commencé à te regarder, non pas parce que tu n'étais jamais tombé, mais à cause de ce que tu es devenu après la chute. Sans même le réaliser, ceux qui voulaient réduire ton avenir sont devenus les architectes de tes plus grandes introductions. Quelle ironie! Quelle publicité gratuite offerte à quelqu'un qu'ils voulaient rayer de la carte. Ils sont devenus, à leur insu, ton service de communication non rémunéré. L'une des erreurs les plus coûteuses de l'histoire. Et c'est précisément ici que le protocole obsidienne agit comme un miroir inversé. Car ce que tes ennemis ne savent pas, c'est que l'énergie de l'élu peut être ciblée. Qu'il existe des manipulateurs émotionnels, des jalousies cryptées, des vampires énergétiques qui opèrent à travers les conversations, les silences, les regards, les pics déguisés en compliments. Le protocole obsidienne est l'armure impénétrable qui rend ces attaques inopérantes. Il est à ton aura ce que l'acier trempé est à la lame. Ce qui était autrefois ta plus grande sensibilité devient ton blindage le plus absolu. Retiens bien cela. Tu y reviendras. Ce message n'a pas pour but de prétendre que la douleur ne fait pas mal. L'humiliation coupe profondément. Elle peut ébranler la confiance, abîmer les réputations et pousser même les plus solides à douter de tout.
Mais il existe un autre versant de l'histoire dont presque personne ne parle. Parfois, le rituel d'humiliation lui-même devient le filtre qui sépare les spectateurs des véritables alliés, les imitateurs des soutiens loyaux et les manipulateurs des êtres capables de reconnaître une force authentique. Aujourd'hui, nous allons mettre au jour le retournement invisible qui se produit lorsqu'un rituel d'humiliation échoue. Tu vas comprendre pourquoi l'expérience même qui cherchait à t'isoler attire souvent tes alliés les plus puissants. Pourquoi ta réponse a compté bien plus que l'attaque elle-même. Et pourquoi ceux qui pensaient déjà avoir gagné ont peut-être, sans le savoir, posé les fondations de ta plus grande saison. Numéro 1. Ils ont confondu la honte publique avec une identité permanente, mais les gens n'ont retenu que celui qui est resté debout. La plus grande erreur de tes adversaires a été de croire qu'un chapitre douloureux pouvait devenir toute ton identité. Ils ont confondu un événement avec une personne. Ils ont supposé que si suffisamment de gens assistaient à ton humiliation, tout le monde attacherait définitivement ce moment à ton nom. Cela semble convaincant sur le coup, mais la vie fonctionne rarement ainsi. Les gens peuvent se souvenir d'un scandale un temps, mais ils finissent par regarder de plus près ce que quelqu'un fait après que la poussière est retombée. Celui qui continue de se présenter avec intégrité réécrit lentement l'histoire sans dire un mot. La honte publique a une date d'expiration. Le caractère, lui, n'en a pas. Beaucoup deviennent tellement obnubilés par la survie de l'embarras qu'ils oublient une chose essentielle. Le temps collecte chaque jour de nouvelles preuves. Chaque jour où tu continues de vivre avec dignité, de traiter les gens avec respect, de tenir parole et de refuser de devenir la version amère que l'on attendait de toi, tu remplaces silencieusement d'anciens souvenirs par des souvenirs neufs. Ce processus est lent, mais il est extraordinairement puissant parce qu'il est réel. Ceux qui ont tenté de te définir par ton moment le plus bas ne s'attendaient pas à ce que tu continues d'avancer. Ils comptaient sur la peur comme compagne permanente. Ils attendaient que tu te caches, que tu rapetisses, que tu vives comme si tu demandais la permission d'exister. Quand tu as refusé, c'est toute leur stratégie qui s'est mise à s'effondrer. Et c'est exactement ici que le protocole Obsidienne prend tout son sens, parce que sans protection, sans ce blindage quotidien que ce protocole t'enseigne, tu restes vulnérable au retour de bâton de ces mêmes manipulateurs. Avec lui, chaque attaque glisse, chaque tentative de te réhumilier rebondit. Tu deviens la pierre d'obsidienne noire, dense, opaque, impassable. Continue de te souvenir de ce nom. Il sera ta clé de survie dans les prochaines minutes. Les gens sont bien plus observateurs que les manipulateurs ne le réalisent. Au début, ils peuvent accepter le récit populaire parce qu'il est plus facile que de penser par eux-mêmes. Mais au fil des mois et des années, ils commencent à comparer l'histoire qu'on leur a racontée avec la personne qu'ils voient réellement. Si les deux ne concordent pas, le doute s'installe. Ils se demandent pourquoi quelqu'un qu'on a décrit comme malhonnête continue de démontrer de l'honnêteté, pourquoi quelqu'un qu'on a qualifié d'instable reste stable sous la pression, ou pourquoi quelqu'un qu'on a traité d'égoïste continue de faire preuve de bonté sans attendre d'applaudissements. Ces observations silencieuses deviennent impossibles à ignorer. C'est là que le véritable retournement commence. L'attention se déplace doucement de ton pire jour vers ta constance quotidienne. Les gens cessent de demander « que lui est-il arrivé ?» et commencent à se demander « qui est-il vraiment ?» Ce seul changement de perspective vaut plus qu'une victoire dans un argument, parce qu'il invite les gens à découvrir la vérité par eux-mêmes. Ce que tes critiques ne comprennent pas, c'est que l'identité ne se construit pas dans un seul moment. Elle se construit par des choix répétés. Une humiliation unique peut attirer l'attention, mais une vie d'intégrité commande le respect. Un incident bruyant fait la une, mais une constance silencieuse écrit l'histoire. Pendant qu'ils investissaient toute leur énergie à préserver une ancienne version de toi, tu devenais quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus décrire avec précision. Numéro 2. Ton refus de devenir amer a détruit leur investissement psychologique. L'une des plus grandes victoires que tu puisses jamais atteindre est celle que personne ne peut mesurer avec de l'argent, du statut ou des applaudissements. C'est refuser de laisser des personnes blessées changer ta nature profonde. C'était le résultat sur lequel tes critiques comptaient plus que tout. Ils ne souhaitaient pas simplement t'embarrasser. Ils souhaitaient te remodeler. Ils voulaient que l'humiliation laisse une marque permanente sur ton cœur. Qu'elle fasse de toi quelqu'un qui ne fait plus confiance à personne, qui attend le pire de chacun.
et qui transporte de la colère dans chaque pièce où il entre. S'ils pouvaient faire de l'amertume ta nouvelle identité, ils n'auraient même plus besoin de t'attaquer. Tu ferais leur travail pour eux. Voilà pourquoi ta réponse a compté autant. Tu n'as pas permis à la déception de devenir ta personnalité. Tu as traversé la douleur, mais tu as refusé de la laisser empoisonner ta vision de la vie. Cette décision a silencieusement ruiné des années de planification psychologique. Les gens qui manipulent savent que les dégâts émotionnels survivent souvent à l'événement initial. Ils savent qu'une personne blessée peut finir par s'isoler, saboter des relations saines, refuser des opportunités véritables et se méfier de chaque acte de bonté. Autrement dit, ils attendent que la victime devienne son propre geôlier. Mais toi, tu as brisé ce cycle. Au lieu de laisser chaque trahison te convaincre que la loyauté n'existait plus, tu as continué à croire que des gens sincères existent encore dans ce monde. Au lieu de traiter chaque inconnu comme un ennemi, tu as donné aux gens la chance de prouver qui ils étaient. Cela ne veut pas dire que tu es devenu naïf. Cela veut dire que tu es devenu plus sage, sans devenir plus froid. Il y a une différence considérable. La sagesse construit des frontières saines. L'amertume érige des murs permanents. L'une protège ta paix. L'autre t'enferme dans ta propre souffrance. C'est ce qui a déstabilisé ceux qui voulaient te voir t'effondrer. Chaque fois qu'ils attendaient que tu exploses, tu restais ancré. Chaque fois qu'ils espéraient que la vengeance te dévore, tu construisais ton avenir. Chaque fois qu'ils s'attendaient à ce que ton cœur se durcisse au-delà de toute réparation, tu choisissais la croissance plutôt que le ressentiment. Ils ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde de devenir cynique pouvait encore se tenir debout avec dignité. Avec le temps, les autres ont commencé à remarquer cette différence. Ils ont compris que ta bonté n'était plus fondée sur une vie facile. Elle avait été testée. Ta patience avait été challengée. Ta compassion avait survécu à la déception, ce qui la rendait infiniment plus crédible que la bonté de quelqu'un qui n'avait jamais traversé d'épreuves. Les gens sont naturellement attirés par les êtres dont le caractère a été raffiné par la pression au lieu d'être détruit par elle. La plus grande ironie, c'est que tes adversaires ont investi sans le savoir une énergie émotionnelle considérable à créer une version de toi qui n'a jamais vu le jour. Ils s'attendaient à ce que l'amertume soit le monument durable de leurs efforts. Au lieu de cela, ta résilience est devenue le monument. Ton refus de porter leur obscurité dans le reste de ta vie est devenu la preuve qu'ils pouvaient te blesser, mais qu'ils ne pouvaient pas te redéfinir. Et c'était en fin de compte le seul résultat pour lequel ils n'avaient jamais préparé de plan. Car rien n'est plus frustrant pour ceux qui prospèrent dans le contrôle que de voir quelqu'un guérir sans leur ressembler. Numéro 3. Les gens ont commencé à se méfier des metteurs en scène au lieu de la cible. Au début de chaque campagne d'humiliation, la plupart des gens font attention à la personne ciblée. C'est exactement ainsi que les commanditaires veulent que les choses se déroulent. Ils veulent que chaque conversation tourne autour de tes erreurs, de tes faiblesses, ou de la version de toi qu'ils ont savamment présentée. Tant que tous les regards restent fixés sur toi, ils se sentent en sécurité, ils croient contrôler le récit. Mais voici ce qu'ils oublient, les gens ne regardent pas uniquement la cible, ils regardent aussi ceux qui attaquent. Il arrive un moment où des personnes raisonnables commencent à poser les questions qu'aucun manipulateur ne veut entendre. Pourquoi parle-t-il encore de cela? Pourquoi semble-t-il tellement investi à détruire la réputation d'une seule personne? Pourquoi ne peuvent-ils pas tourner la page? Ce qui a commencé comme de l'inquiétude ressemble peu à peu à de l'obsession. Plus la campagne est impitoyable, plus elle devient inconfortable pour ceux qui observent de l'extérieur. C'est à ce moment-là que le projecteur change silencieusement de direction. Au lieu d'examiner chacun de tes mouvements, les gens commencent à examiner le comportement de ceux qui mènent l'attaque. Ils remarquent les ragots permanents. Ils remarquent les tentatives répétées de rouvrir de vieilles blessures. Ils remarquent comment chacune de tes réussites est accueillie par une nouvelle tentative de te tirer vers l'arrière. À un moment, cela ne ressemble plus à de la justice. Cela ressemble à du personnel. Cela ressemble à du calculé. Et surtout, cela ressemble à quelque chose de malsain. La vérité, c'est que les gens émotionnellement sains ne passent pas leur vie à essayer de garder quelqu'un d'autre enfermé dans hier. Ils ont leurs propres objectifs, leur propre famille, leurs propres rêves, leurs propres responsabilités. Quand quelqu'un consacre un temps anormal à abîmer l'image d'une autre personne,
cela révèle davantage son monde intérieur que celui de la personne qui l'attaque. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain. La confiance ne disparaît pas en un instant. Elle s'effrite par des observations répétées. Les gens commencent à remarquer les contradictions. Ils se souviennent de choses qui ne collent pas. Ils comparent les histoires effrayantes qu'on leur a racontées avec la personne calme et constante qu'ils ont devant eux. Petit à petit, le doute remplace la certitude. La curiosité remplace l'hypothèse. Et voici l'ironie suprême. Plus tes critiques refusent de laisser ton passé s'en aller, plus ils s'exposent eux-mêmes. Leur incapacité à avancer devient la preuve qu'ils gagnaient quelque chose à maintenir le conflit en vie. Certains voulaient de l'attention, d'autres voulaient du contrôle. Quelques-uns ne pouvaient tout simplement pas accepter que tu aies survécu à ce qu'ils pensaient te détruire. Quelle qu'en soit la raison, leur persistance est devenue leur plus grande erreur. Pendant ce temps, tu faisais quelque chose de bien plus puissant. Tu vivais ta vie. Pendant qu'ils répétaient inlassablement le même vieux chapitre, tu en écrivais de nouveaux. Ce contraste est devenu impossible à ignorer. D'un côté, quelqu'un qui construisait un avenir. De l'autre, quelqu'un qui recyclait une vieille accusation. Au bout du compte, ceux qui regardent vraiment ont cessé de se demander si tu méritais l'humiliation. Ils ont commencé à se demander pourquoi certaines personnes semblaient tellement déterminées à faire en sorte que cela ne se termine jamais. Ce seul basculement a tout changé. Quand les gens commencent à questionner les motivations des metteurs en scène plutôt que celles de la cible, toute la mise en scène s'effondre. Le public ne voit plus une personne coupable mise au jour. Il voit un acharnement délibéré pour maintenir vivante la douleur de quelqu'un d'autre. Et lorsque cela se produit, l'histoire n'appartient plus à tes critiques. Elle appartient à la vérité. Numéro 4. Ta constance émotionnelle est devenue une preuve que personne ne pouvait fabriquer. Il y a quelque chose de bien plus convaincant qu'un discours brillant ou qu'une explication parfaite. C'est la constance. N'importe qui peut paraître calme quand la vie est facile. N'importe qui peut sembler confiant quelques jours après avoir reçu un encouragement. Mais rester émotionnellement stable après avoir été incompris, critiqué ou publiquement humilié est une forme de force totalement différente. Ce genre de constance ne peut pas être emprunté, répété ou simulé très longtemps. Au bout d'un moment, la vraie personne finit toujours par apparaître. Ceux qui ont essayé de te briser comptaient sur le fait que tes émotions deviendraient imprévisibles. Ils attendaient que tu exploses de colère, que tu t'enfonces dans le désespoir, que tu t'en prennes à des innocents, ou que tu prennes des décisions irréfléchies qui confirmeraient toutes les opinions négatives qu'ils avaient répandues. Ils attendaient un effondrement émotionnel pour pouvoir dire « Vous voyez, nous avions raison depuis le début ». Ils n'avaient pas besoin que tu échoues une fois. Ils avaient besoin que tu deviennes un motif d'échec. Mais ce motif n'est jamais apparu. À la place, tu as continué de répondre avec une constance remarquable. Tu as eu des jours difficiles, mais tu n'as pas laissé ces jours devenir ton identité. Tu as ressenti la déception, mais tu n'as pas laissé la déception dicter chacune de tes décisions. Tu as appris à t'arrêter avant de réagir, à réfléchir avant de parler et à protéger ta paix au lieu de la sacrifier pour satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. Cette discipline silencieuse est devenue une preuve plus solide que n'importe quel argument que tu aurais pu produire. Les gens remarquent la constance plus qu'ils ne l'admettent. Au début, ils peuvent croire aux rumeurs parce qu'ils n'ont rien d'autre à comparer. Mais au fil du temps, ils accumulent leurs propres expériences. Ils voient comment tu traites les gens. Ils remarquent que tu ne crées pas de drames inutiles. Ils observent que tu ne cherches pas constamment la vengeance ou l'attention. Lentement, l'image peinte par tes critiques se fissure parce que ton comportement quotidien refuse de la soutenir. C'est quelque chose que les manipulateurs oublient souvent. Les mensonges ont besoin de réactions émotionnelles pour rester vivants. Ils ont besoin de conflits frais, de nouvelles explosions et de chaos permanents pour que les gens continuent à croire l'histoire originale. Quand ces réactions ne viennent jamais, le faux récit commence à manquer de carburant. Les gens se mettent naturellement à se demander s'ils n'ont pas jugé trop vite. Ta constance émotionnelle a aussi envoyé un autre message puissant. Elle a montré que ta paix ne dépendait plus de l'approbation de la foule. Tu ne vivais plus pour te prouver à des gens déterminés à te mal comprendre. Ce genre de liberté émotionnelle est rare, parce que la plupart des gens passent des années à essayer de convaincre tout le monde qu'ils sont dignes.
Toi, tu as atteint un endroit où ton caractère parlait plus fort que ton besoin de validation. Tu n'as plus besoin de mendier une place à la table des autres. Tu es la table. Numéro 5. Ceux qui étaient censés t'ignorer ont silencieusement commencé à t'étudier. L'une des plus grandes ironies d'un rituel d'humiliation, c'est qu'il crée souvent exactement le contraire de ce que ses planificateurs avaient prévu. Ils voulaient que les gens te rejettent sans y penser à deux fois. Ils s'attendaient à ce que ton nom devienne quelque chose que l'on évite, que l'on ignore ou dont on se moque. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à te regarder de plus près, non pas parce qu'ils croyaient à les accusations, mais parce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre ce qu'ils voyaient. L'histoire qu'on leur avait racontée ne correspondait tout simplement pas à la personne qui se tenait devant eux. Au début, leur curiosité était petite. Ils observaient à distance. Ils écoutaient attentivement quand tu parlais. Ils remarquaient comment tu traitais les gens qui ne pouvaient rien faire pour toi. Ils observaient si tu te tenais avec arrogance ou avec humilité. Ils s'attendaient à trouver des fissures dans ton caractère, parce que c'est ce qu'on les avait préparés à voir. Mais plus ils t'observaient, plus il devenait difficile de te faire entrer dans l'image négative qu'ils avaient acceptée. C'est ce que les manipulateurs anticipent rarement. La curiosité est dangereuse pour la tromperie. Un mensonge dépend du fait que les gens refusent d'enquêter par eux-mêmes. Au moment où quelqu'un décide d'observer au lieu de supposer, le faux récit commence à perdre son emprise. Les penseurs indépendants ne restent pas satisfaits d'opinions empruntées. Ils rassemblent leurs propres preuves, et ce processus change silencieusement tout. Ta vie est devenue la preuve. Tu ne te défendais plus par des explications interminables. Au lieu de cela, tes habitudes, tes choix et ta constance répondaient à des questions que tu ne savais même pas que les gens se posaient. Chaque réponse calme défiait une vieille rumeur. Chaque action honnête affaiblissait une autre accusation. Chaque acte de bonté créait une contradiction qui ne pouvait pas être facilement expliquée. Sans faire de discours ni exiger de reconnaissance, tu donnais aux gens une raison de repenser tout ce qu'ils avaient entendu. Le détail le plus intéressant, c'est que certains de ceux qui t'étudiaient ne cherchaient pas des raisons de t'admirer. Ils cherchaient des raisons de confirmer la critique. Ils s'attendaient à découvrir de l'hypocrisie, des motifs cachés ou des signes que tes critiques avaient raison depuis le début. Mais quand les semaines sont devenues des mois et les mois des années, beaucoup ont trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas préparé. La constance. Ils ont découvert quelqu'un dont les actions restaient stables, quel que soit le regard posé sur lui. Ce type de découverte change les gens. Le respect qui naît de l'observation personnelle est plus fort que l'admiration construite sur la popularité. Il ne peut pas être facilement manipulé, parce qu'il n'a pas été emprunté à la foule. Il a été gagné par des rencontres répétées avec un caractère authentique. Avant longtemps, ces observateurs silencieux sont devenus des alliés inattendus. Certains ont défendu ton nom dans des conversations que tu n'as jamais entendues. D'autres ont ouvert des portes qui avaient été fermées. Quelques-uns ont simplement choisi de se tenir à tes côtés quand cela ne leur apportait aucun avantage. Ils n'étaient pas convaincus par ta capacité à impressionner, mais par ton refus de faire semblant. Numéro 6. Tu as forcé des personnes puissantes à recalculer entièrement ta valeur. La plupart des gens pensent que l'influence se construit uniquement à travers le succès. Ils croient que pour gagner le respect des personnes fortes, sages et influentes, il faut un CV impressionnant, une longue liste de réussites ou une réputation sans faille. Mais ceux qui ont passé des années à diriger des organisations, à construire des entreprises ou à guider les autres, cherchent souvent quelque chose de bien plus profond. Ils savent que le succès peut cacher une faiblesse, que le confort peut cacher un caractère médiocre. C'est la pression qui révèle ce dont une personne est réellement faite. Ton humiliation est devenue cette pression. Les gens qui voulaient détruire ta réputation pensaient qu'ils diminuaient ta valeur aux yeux de tous ceux qui comptaient. Au lieu de cela, ils ont créé sans le savoir le test parfait. Ceux qui ont de la sagesse ne regardaient pas seulement ce qui t'arrivait. Ils regardaient comment tu y répondais. Ils avaient compris que n'importe qui peut sourire quand la vie est gratifiante. La vraie question est, que reste-t-il quand les applaudissements disparaissent, quand le soutien se fait rare, et quand l'incompréhension te suit où que tu ailles? Et c'est là que tu les as surpris. Tu as continué à te présenter. Tu as continué à travailler. Tu as continué à traiter les gens avec respect, même quand ce respect ne t'était pas toujours rendu.
Tu n'as pas laissé une saison douloureuse te convaincre que ta vie était terminée. Cette forme d'endurance ne peut pas s'acheter, ni s'enseigner dans un séminaire d'un week-end, ni se copier depuis un discours de motivation. Elle se développe seulement en marchant à travers le feu, sans laisser le feu consumer ton caractère. Les gens qui ont une réelle influence remarquent des qualités que beaucoup ignorent. Ils font attention à la maturité émotionnelle, à la maîtrise de soi, à la patience, à l'humilité et à la capacité de se relever après des revers. Ils savent que ces qualités sont difficiles à trouver parce qu'elles ne peuvent pas être fabriquées longtemps. Au bout d'un moment, chaque masque tombe. Ce qui reste, c'est le véritable fondement d'une personne. C'est pourquoi certains de tes plus solides alliés ne sont pas apparus avant la tempête. Ils sont apparus après. Ils t'observaient en silence. Ils voulaient savoir si tu deviendrais imprudent, arrogant ou consumé par l'apitoiement sur toi-même. À la place, ils ont trouvé quelqu'un qui continuait d'avancer avec une détermination tranquille. Ce comportement a gagné un niveau de respect que la seule popularité n'aurait jamais pu produire. Et ironiquement, tes critiques croyaient qu'ils avertissaient les personnes influentes de rester à distance de toi. En réalité, ils t'introduisaient auprès de personnes qui valorisent la résilience plus que le confort. L'épreuve même qui était censée te donner l'air faible est devenue la preuve indiscutable que l'on pouvait te confier de plus grandes responsabilités. N'importe qui peut porter le succès pendant une saison. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui peuvent porter la déception sans perdre leur intégrité. Quand tes opposants ont réalisé ce qui se passait, la décision avait déjà été prise dans l'esprit de ceux qui comptaient. Ils ne te voyaient plus comme quelqu'un défini par une humiliation publique. Ils voyaient quelqu'un qui avait été testé sous une pression extraordinaire et qui en était ressorti avec ses valeurs intactes. C'est pourquoi ils ont recalculé ta valeur. Ils ont cessé de te mesurer à la pire chose qui te soit arrivée et ont commencé à te mesurer à la force que tu as manifestée à cause d'elle. Au bout du compte, ils ne t'ont pas admiré parce que ton parcours était facile. Ils t'ont admiré parce que l'épreuve a révélé des qualités que le confort n'aurait jamais pu faire émerger. Parfois, la plus grande recommandation que tu recevras jamais n'est pas ton succès, mais la manière dont tu t'es tenu quand tout autour de toi semblait déterminé à te faire échouer. Numéro 7. Ils t'ont accidentellement introduit auprès des personnes même qu'ils voulaient tenir éloignées de toi. L'un des retournements les plus inattendus d'un rituel d'humiliation, c'est qu'il t'offre souvent une visibilité que tu n'aurais jamais reçue autrement. Les gens à l'origine du rituel croyaient fermer des portes, mais dans de nombreux cas, ils ont annoncé ton existence dans des pièces où ton nom n'avait jamais été prononcé. Leur intention était l'isolement. Le résultat a été l'exposition. Ils voulaient s'assurer que certaines personnes t'évitent. Et pourtant, ces mêmes personnes sont devenues suffisamment curieuses pour venir voir par elles-mêmes. Au début, l'attention a pu sembler inconfortable. Ton nom était discuté dans des endroits où tu n'avais aucun contrôle sur la conversation. Mais quelque chose d'important s'est produit. Tous ceux qui entendèrent l'histoire ne l'ont pas acceptée au pied de la lettre. Certaines personnes sont naturellement méfiantes envers les récits à sens unique, surtout lorsqu'elles remarquent une intensité inhabituelle derrière eux. Au lieu de rejoindre la foule, elles ont commencé à poser des questions. Qui est vraiment cette personne? Pourquoi y a-t-il autant de gens investis à la détruire? Et si l'histoire était plus complexe que ça? Ces questions ouvrent des portes que tes critiques n'avaient jamais prévu d'ouvrir. Beaucoup de connexions influentes commencent par la curiosité, pas par une introduction formelle. Un mentor, un collaborateur, un soutien ou un futur allié peut d'abord entendre parler de quelqu'un simplement parce que son nom revient sans cesse dans les conversations. Tes adversaires pensèrent que l'exposition répétée t'endommagerait. Ils n'avaient pas compris que l'exposition répétée crée aussi des opportunités d'évaluation indépendantes. Quand des esprits réfléchis ont regardé de plus près, ils ont découvert quelque chose de différent de ce qu'on leur avait promis. Ils ont trouvé de la résilience là où on leur avait garanti de la faiblesse. Ils ont trouvé de l'intégrité là où on leur avait promis de la tromperie. Ils ont trouvé quelqu'un qui avait enduré la pression sans se perdre complètement. Et cette découverte crée souvent un respect plus solide qu'une première impression polie n'aurait jamais pu le faire. L'ironie est presque invraisemblable. La campagne précisément conçue pour tenir les personnes de valeur éloignées de toi est devenue le mécanisme qui les a fait entrer dans ton orbite. Certaines t'ont contacté en privé, d'autres
ont offert des opportunités. D'autres encore ont défendu ton nom en ton absence. Et quelques-uns ont simplement décidé que quiconque pouvait survivre à un tel niveau de scrutini et rester ancré valait la peine d'être connu. C'est pourquoi plusieurs des relations les plus importantes de ton avenir ne se seraient peut-être jamais formées sans la saison douloureuse que tu voulais fuir. L'attaque a forcé ton nom dans des lieux où il n'aurait peut-être jamais pénétré. Elle t'a présenté à des gens qui valorisent le discernement plus que les ragots et le caractère plus que l'opinion publique. Et c'est exactement ce que vit un élu qui applique le protocole Obsidienne. Il cesse d'être une cible facile. Il devient un lieu de rencontre où les bonnes personnes convergent, parce que les parasitic vibes ne peuvent plus traverser le champ. Numéro 8. Tu es devenu impossible à contrôler parce que la peur a perdu son prix. Tout système de contrôle repose sur une chose, la peur. Peu importe que ce contrôle vienne d'un individu manipulateur, d'un groupe toxique ou de personnes déterminées à te maintenir en dessous d'elles. Leur plus grande arme n'est ni leur influence, ni leurs mots. C'est ta peur de ce qu'ils pourraient faire ensuite. Tant qu'ils peuvent te convaincre que perdre l'approbation, affronter la critique ou être publiquement embarrassé est la pire chose qui puisse jamais t'arriver, ils croient détenir l'avantage. Mais quelque chose a changé. Tu as traversé l'expérience même qu'ils croyaient destructrice. Tu as affronté les murmures, les fausses suppositions, le rejet et la solitude. Tu as découvert que, même si l'expérience était douloureuse, elle n'était pas la fin de ta vie. Tu t'es réveillé le lendemain matin. Tu as continué à respirer. Tu as continué à grandir. Lentement, tu as réalisé que ta plus grande peur s'était déjà produite et que tu étais toujours debout. Cette réalisation change une vie. Une fois que la peur perd son emprise, la manipulation commence à perdre son pouvoir. Les gens qui croyaient pouvoir te faire taire par la menace de l'embarras découvrent soudainement que leur méthode ne fonctionne plus. Ils essaient les mêmes tactiques en attendant la même réaction. Mais quelque chose est différent. Tu ne prends plus chaque décision en cherchant à éviter l'inconfort. Tu cesses de te rapetisser pour que des gens difficiles se sentent à l'aise. Tu cesses de t'excuser d'exister. Tu cesses de demander la permission de poursuivre la vie que tu étais censé construire. Cela ne veut pas dire que tu deviens imprudent ni insensible. Cela veut dire que tu deviens libre. Il y a une différence considérable. Tu penses toujours avec soin. Tu choisis toujours tes mots avec sagesse. Mais tes choix ne sont plus contrôlés par la peur de l'opinion de quelqu'un d'autre. C'est un niveau de liberté que beaucoup de gens passent toute leur vie à chercher sans jamais l'atteindre pleinement. Les gens qui voulaient t'intimider remarquent ce changement avant tout le monde. Ils voient que les anciennes commandes ne produisent plus la même réponse. Les menaces ne te secouent plus comme avant. La critique n'arrête plus ta progression. Les ragots ne te plongent plus dans la panique. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec une clé qui ne correspond plus à la serrure. Ils deviennent frustrés parce que le système sur lequel ils s'appuyaient a complètement échoué. Ironiquement, l'humiliation qu'ils ont utilisée comme arme est devenue précisément ce qui lui a retiré son pouvoir. Ils t'ont poussé à travers le feu en s'attendant à ce que tu ressortes affaibli. Au lieu de cela, tu en es ressorti moins effrayé. Et une personne qui n'est plus gouvernée par la peur est incroyablement difficile à manipuler. C'est pourquoi ta confiance est différente aujourd'hui. Elle ne repose ni sur la popularité, ni sur les applaudissements, ni sur le fait que tout le monde soit d'accord avec toi. Elle est construite sur l'expérience. Tu sais ce que cela fait de perdre l'approbation de la foule et de survivre quand même. Tu sais ce que cela fait de reconstruire après la déception. Ce genre de confiance ne peut pas être enlevé, parce qu'elle ne t'a jamais été donnée par d'autres personnes. Numéro 9. Ta présence a commencé à réveiller leur conscience inachevée. L'une des choses les plus étranges lorsqu'on survit à un rituel d'humiliation, c'est qu'on finit par cesser de porter le fardeau le plus lourd. Les personnes qui ont travaillé si dur à t'abîmer commencent souvent à le porter à ta place. Au début, ils peuvent célébrer. Ils peuvent se sentir satisfaits de t'avoir embarrassé, d'avoir retourné les gens contre toi, ou d'avoir rendu ta vie plus difficile. Mais le temps a cette manière de changer ce que la victoire fait ressentir. L'excitation s'estompe, alors que le souvenir de ce qu'ils ont fait demeure. Le simple fait que tu aies continué à avancer est devenu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas facilement ignorer. Chaque fois qu'ils te voyaient rebâtir ta vie, ils étaient rappelés à l'échec de leurs efforts pour t'effacer. Chaque réussite que tu atteignais
devenait la preuve que tu avais survécu à ce qu'il croyait devoir te finir. Chaque moment paisible que tu vivais défiait l'histoire qu'il s'était racontée. Il voulait te croire que tu méritais tout ce qui t'arrivait, mais ta croissance constante rendait cette croyance de plus en plus difficile à maintenir. Voilà comment fonctionne une conscience inachevée. Elle ne s'exprime pas toujours à travers une culpabilité bruyante. Parfois, elle parle à travers l'inconfort. Elle se manifeste comme une irritation chaque fois que ton nom est mentionné. Elle se montre comme une critique inutile longtemps après que l'événement d'origine est terminé. Elle se révèle quand quelqu'un continue d'essayer de justifier des actions anciennes que personne d'autre ne discute plus. Les gens en paix intérieure ne passent pas des années à défendre des décisions avec lesquelles ils sont réconciliés. Quand quelqu'un ressent continuellement le besoin d'expliquer pourquoi il a maltraité une autre personne, cela révèle souvent qu'il est encore en train de se disputer avec lui-même. Il peut convaincre les autres, mais au fond, la conversation n'a jamais pris fin. Ta présence est devenue un rappel silencieux de cette conversation inachevée. Le détail remarquable, c'est que tu n'as pas eu à chercher la vengeance pour que cela arrive. Tu n'as pas eu besoin de les embarrasser publiquement, ni de rendre le mal pour le mal. Simplement continuer à vivre avec intégrité a suffi. Ta vie s'est tenue comme une preuve silencieuse qu'ils n'avaient pas réussi à définir ton avenir. Cette réalité est devenue difficile à fuir pour eux, parce qu'elle contredisait la fin qu'ils avaient espérée pour toi. Les gens autour d'eux ont aussi commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Ils se sont demandé pourquoi certaines personnes semblaient encore dérangées par quelqu'un qui avait déjà tourné la page. Pourquoi continuer à ramener le passé? Pourquoi répéter d'anciennes accusations? Pourquoi réagir aussi fortement chaque fois que ton nom apparaissait? Ces réactions en ont souvent révélé bien plus que des mots ne l'auraient pu. Pendant ce temps, toi tu devenais plus léger pendant qu'ils devenaient plus lourds. Tu lâchais hier pendant qu'ils continuaient à le traîner derrière eux. Tu construisais de nouveaux souvenirs pendant qu'ils restaient piégés à défendre d'anciens choix. C'est l'un des plus grands retournements de la vie. La personne qui était censée rester emprisonnée par l'humiliation est entrée dans la liberté, pendant que celle qui l'avait créée devenait tranquillement prisonnière de leur propre conscience irrésolue. Cette justice-là, lente, invisible, mais implacable, est la signature même de ce que le protocole obsidienne réveille en toi. Une justice divine qui ne s'achète pas, qui ne se mendie pas, mais qui s'accomplit par ta seule cohérence. Numéro 10. Ta douleur est devenue discrètement un refuge pour des gens qui livrent des batailles invisibles. L'un des résultats les plus inattendus de ton humiliation, c'est qu'elle a changé le type de personne qui se sentait en sécurité près de toi. Avant la saison difficile, les gens admiraient peut-être tes forces, tes capacités ou tes réalisations. Mais après tout ce que tu as enduré, quelque chose de bien plus profond a émergé. Tu es devenu quelqu'un à qui les autres pouvaient confier leur douleur. Non pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu comprenais ce que cela fait de porter des blessures que la plupart des gens ne voient pas. Il y a d'innombrables personnes qui traversent la vie avec des batailles cachées. Certaines ont été faussement accusées, d'autres ont été rejetées par des gens qu'elles aimaient. D'autres encore ont vu leur réputation s'effondrer à cause d'incompréhension, de trahison ou de circonstances indépendantes de leur volonté. À l'extérieur, elles paraissent aller bien, mais à l'intérieur, elles portent des questions, des déceptions et un chagrin silencieux que peu de gens remarquent. Quand ces personnes ont croisé ta route, elles ont senti quelque chose de différent. Tu ne te tenais plus comme quelqu'un qui essayait de prouver qu'il menait une vie parfaite. Il y avait une humilité tranquille chez toi qui ne s'apprend pas dans les livres ni dans les discours de motivation. Elle vient seulement de la survie à des expériences qui arrachent l'orgueil et te forcent à découvrir qui tu es vraiment. Les gens reconnaissent cette authenticité parce qu'elle est rare dans un monde où tant de gens font semblant d'avoir tout sous contrôle. Ta douleur t'avait adouci sans t'affaiblir. Elle t'avait rendu plus patient avec ceux qui luttaient. Tu écoutais plus attentivement. Tu jugeais moins vite, tu comprenais que chaque personne porte une histoire que l'on ne peut pas voir en la regardant de l'extérieur. Cette compréhension est devenue un lieu de repos pour des gens fatigués d'être mal compris partout où ils allaient. Ce qui rend cela si remarquable, c'est que ta plus grande influence n'est pas venue du fait que tu parlais chaque jour de ta souffrance. Elle est venue de la manière dont tu traitais les gens à cause de ce que ta souffrance t'avait appris. Ta gentillesse portait du poids parce qu'elle avait été testée. Tes encouragements semblaient sincères
parce que tu savais ce que le désespoir faisait ressentir. Ta compassion était crédible parce qu'elle avait poussé dans l'expérience réelle plutôt que dans des opinions confortables. Sans t'en rendre compte, tu as donné aux autres la permission d'arrêter de faire semblant en ta présence. Ils n'avaient plus besoin de cacher chaque cicatrice ou de prétendre n'avoir jamais lutté. Ils voyaient quelqu'un qui avait traversé l'humiliation sans perdre sa dignité. Cela leur a donné l'espoir que leur propre chapitre douloureux ne définirait pas non plus le reste de leur vie. C'est pourquoi certains de tes alliés les plus solides sont venus de là où tu ne les attendais pas. Ils n'étaient pas attirés uniquement par ton succès. Ils étaient attirés par ton humanité. Ils ont vu de la force sans arrogance, de la sagesse sans orgueil et de la résilience sans amertume. Ces qualités ont créé une confiance qu'aucun titre ni aucune réussite n'aurait jamais pu produire. Numéro 11. Tu as brisé la règle ancienne selon laquelle les victimes doivent rester figées dans le moment qui leur a fait mal. Il y a une attente informelle qui poursuit les gens publiquement humiliés. Beaucoup pensent qu'une fois qu'une personne a connu une chute douloureuse, elle doit y rester pour toujours. Ils s'attendent à ce que cette personne continue de s'excuser, de se défendre et de vivre comme si son pire jour était la seule chose qui comptait. C'est presque comme si la société lui assignait silencieusement un rôle permanent et refusait de la laisser grandir au-delà. C'était le rôle qu'ils attendèrent de toi. Ils supposaient que ta confiance ne reviendrait jamais complètement. Ils s'attendaient à ce que chacune de tes décisions futures soit façonnée par d'anciennes peurs. Ils pensaient que tu continuerais à te présenter à travers tes blessures plutôt qu'à travers ta croissance. Dans leur esprit, l'humiliation était censée devenir la définition finale de ta vie. Mais tu as refusé ce rôle. Au lieu de vivre dans hier, tu as continué à avancer vers demain. Tu as appris de nouvelles compétences. Tu as bâti de nouvelles relations. Tu as découvert de nouvelles forces qui ne seraient jamais apparues si la vie était restée confortable. Pendant que les autres continuaient à parler du chapitre qui t'avait blessé, tu écrivais tranquillement de nouveaux chapitres qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est ce qui a le plus dérouté tes critiques. Ils croyaient que la version de toi qu'ils avaient créée durerait éternellement. Ils n'avaient jamais imaginé que tu la dépasserais. Ils continuaient à parler de quelqu'un qui n'existait plus, parce qu'ils avaient cessé de faire attention pendant que tu continuais d'évoluer. Leurs opinions sont devenues obsolètes, non pas parce que tu avais argumenté contre elles, mais parce que tu étais devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus décrire avec précision. La croissance a cette manière de rendre les vieilles étiquettes insignifiantes. Une personne qui a vraiment guéri ne passe pas chaque jour à essayer de prouver que le passé avait tort. Elle devient tellement concentrée sur la construction de l'avenir que le passé perd lentement sa capacité à la définir. C'est exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Ton énergie est passée de l'explication de toi-même à l'incarnation de toi-même. Les gens qui observaient sincèrement ton parcours ont commencé à remarquer cette transformation. Ils ont réalisé que tu ne réagissais plus au même déclencheur. Tu prenais tes décisions depuis la sagesse plutôt que depuis la peur. Tu ne courais plus après l'acceptation de gens déterminés à te mal comprendre. Ce changement silencieux a parlé plus fort que n'importe quelle défense publique n'aurait jamais pu le faire. Les gens qui voulaient te garder piégé sont devenus frustrés, parce qu'ils avaient besoin que ton identité reste inchangée pour que leur histoire tienne debout. Chaque pas en avant que tu faisais affaiblissait cette histoire. Chaque réussite, chaque relation saine, chaque saison paisible est devenue la preuve que la guérison non seulement était possible, mais se produisait juste sous leurs yeux. La leçon la plus grande est peut-être celle-ci. Guérir, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est refuser de laisser ce qui s'est passé, décider de ce que tu deviendras. Il y a un monde de différence entre se souvenir de son passé et vivre à l'intérieur. Tu as retenu les leçons, mais tu as relâché les chaînes. Et c'est précisément parce que tu as fait ce travail intérieur en profondeur que le protocole Obsidienne devient ce qu'il est vraiment. Non pas un simple manuel, mais la confirmation finale de ta véritable puissance. L'adopter, c'est proclamer silencieusement que personne ne te puisera plus jamais ton énergie. C'est restaurer ce qui t'a toujours appartenu. C'est mettre un terme définitif à l'exploitation émotionnelle et faire de ta sensibilité non plus une brèche, mais une forteresse imprenable. C'est la marque de fabrique de l'authentique, de l'élu revenu à lui-même. Numéro 12.
Ta plus grande victoire a été de faire s'effondrer leur version de la réalité sous son propre poids. L'une des plus grandes faiblesses d'une fausse histoire, c'est qu'elle ne tient jamais debout par elle-même. Elle a besoin, en permanence, de soutien. Elle a besoin de rumeurs fraîches, d'accusations répétées, de mémoire sélective, et de gens prêts à répéter inlassablement la même version des événements. Si ce soutien disparaît, l'histoire commence à se fissurer. Au bout d'un moment, elle devient trop lourde à porter parce qu'elle n'a jamais été bâtie sur la vérité au départ. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Les gens qui ont essayé de définir ta vie à travers un chapitre douloureux pensaient pouvoir maintenir cette version de la réalité en vie pour toujours. Ils croyaient qu'en la répétant suffisamment souvent, elle deviendrait permanente. Mais ils ont oublié un fait puissant. La réalité a cette manière de s'exposer avec le temps. Chaque jour où tu continuais à vivre avec intégrité est devenu une autre pièce de preuve qui ne cadrait pas avec l'histoire qu'ils racontaient. Au début, ils ont ignoré les contradictions. Ensuite, ils les ont justifiées. Mais à terme, elles étaient trop nombreuses pour être ignorées. S'ils disaient que tu étais malhonnête, les gens continuaient à voir de l'honnêteté. S'ils affirmaient que tu étais égoïste, d'autres expérimentaient ta générosité. S'ils insistaient sur ton instabilité, ta vie calme et stable racontait une histoire complètement différente. Le fossé entre leurs paroles et tes actions s'élargissait à chaque saison. Ce fossé est devenu impossible à cacher. Cela a forcé tes critiques dans une position inconfortable. Au lieu de simplement raconter une histoire, ils devaient continuer à inventer des raisons pour expliquer pourquoi la réalité ne correspondait pas à leurs accusations. Chaque nouvelle explication devenait plus compliquée que la précédente. Ils devaient justifier pourquoi tu continuais à gagner la confiance, pourquoi de nouvelles opportunités continuaient à te trouver, pourquoi des gens réfléchis commençaient à respecter quelqu'un qu'ils avaient recommandé à tout le monde d'éviter. Le côté étrange de la tromperie, c'est qu'elle s'épuise avant que la vérité ne le fasse. La vérité n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'elle a dit hier. Elle reste cohérente parce qu'elle reflète ce qui est réel. Un récit faux, en revanche, exige une maintenance constante. Un détail oublié, une contradiction ou un témoin honnête peuvent défaire des années d'hypothèses soigneusement construites. Pendant ce temps, tu faisais quelque chose de remarquablement simple. Tu vivais ta vie. Tu ne passais pas chaque jour à détruire leur réputation. Tu ne courais pas après chaque rumeur ni à argumenter contre chaque opinion. Tu laissais ton caractère parler à travers des choix ordinaires et constants. Pendant qu'ils étaient occupés à protéger une illusion fragile, tu bâtissais une vie qui la contredisait tranquillement. Les gens ont remarqué la différence. Ils ont commencé à faire davantage confiance à ce qu'ils observaient qu'à ce qu'ils avaient entendu. L'expérience personnelle a lentement remplacé les histoires de seconde main. Plus tes critiques essayaient de défendre leur version de la réalité avec force, plus il devenait évident que quelque chose ne collait pas. Leur détermination à préserver l'ancien récit est devenue la preuve qu'ils ne pouvaient plus survivre seuls. Numéro 13. Les alliés que tu as gagnés t'étaient loyaux parce qu'ils avaient d'abord Jianzheng, ta saison la plus basse. Il y a une différence énorme entre les gens qui te rencontrent après ton succès et ceux qui se tiennent à tes côtés pendant que ta vie s'effondre. Le premier groupe voit tes victoires. Le second groupe voit ton caractère. Le succès peut attirer l'attention, l'admiration et les applaudissements. Mais l'épreuve révèle quelque chose de bien plus précieux. Elle expose qui est prêt à rester quand il n'y a rien d'évident à gagner. C'est exactement ce qui s'est passé pendant ton humiliation. Quand ta réputation était attaquée, il n'y avait aucun avantage social à être associé à toi. Pas de récompense, pas de reconnaissance, pas de garantie que les choses s'amélioreraient un jour. En fait, se tenir à tes côtés comportait un risque. Certaines personnes ont choisi de s'éloigner parce que protéger leur image comptait plus que protéger la vérité. D'autres sont restées silencieuses parce qu'elles craignaient de devenir des cibles à leur tour. Mais un petit nombre de personnes ont fait un choix différent. Elles ont regardé les mêmes événements que tout le monde a regardé. Pourtant, elles ont refusé de laisser l'opinion publique remplacer leur jugement personnel. Au lieu de suivre la foule, elles ont fait attention à tes actions. Elles ont regardé au-delà des rumeurs et remarqué ta constance, ton intégrité et ta détermination à continuer d'avancer sans être consumées par l'amertume. Ces personnes sont devenues différentes de simples supporters.
Elles ne t'ont pas choisi parce que tu étais populaire. Elles t'ont choisi parce qu'elles croyaient en ton caractère avant que l'issue soit claire. Ce genre de loyauté ne peut pas s'acheter ni se manipuler. Elle se construit à travers l'épreuve partagée, pas à travers la commodité partagée. Le détail remarquable, c'est que les relations formées pendant l'épreuve deviennent souvent les plus solides de la vie. Elles ne reposent pas sur ce que tu peux apporter, ni sur ta réussite apparente. Elles sont enracinées dans une confiance qui a déjà été testée. Une fois que quelqu'un t'a vu au plus bas et croit toujours en ton avenir, ce lien porte une profondeur que les saisons faciles créent rarement. Tes critiques ont involontairement aidé à révéler ces personnes. En créant de la pression autour de ta vie, ils ont forcé tout le monde à prendre une décision. Certains ont choisi le confort plutôt que la conviction. Certains ont choisi le ragot plutôt que la vérité. Mais d'autres ont choisi l'intégrité. Ils ont refusé d'abandonner quelqu'un simplement parce que c'était à la mode de le faire. En ce sens, ta saison douloureuse est devenue un filtre puissant. Elle a exposé non seulement qui étaient tes critiques, mais aussi qui avaient toujours été tes véritables alliés. Des années plus tard, ces relations deviennent souvent parmi les plus importantes de ta vie. Ce sont les gens qui te rappellent d'où tu viens. Ils célèbrent tes victoires sans jalousie parce qu'ils se souviennent des batailles qui les ont précédées. Ils sont moins impressionnés par ton succès qu'ils ne sont reconnaissants que tu aies survécu. Leur loyauté ne monte et ne descend pas au rythme de l'opinion publique parce qu'elle n'a jamais été construite sur l'opinion publique au départ. Et c'est aussi la raison pour laquelle le travail que tu mènes en ce moment a besoin d'être soutenu dans l'ombre. Les vérités que je partage ici, ces codes de souveraineté, ces transmissions sur les boucliers énergétiques absolus, ne survivent dans l'obscurité que parce que les véritables élus acceptent de soutenir ces recherches indépendantes. Si ce message résonne dans tes os, si tu sens que ce contenu fait partie d'une mission plus grande que nous, alors sache qu'il existe un lien discret dans les premières lignes pour ceux qui veulent garder la lumière allumée. C'est un geste réservé à ceux qui sont déjà éveillés et qui veulent que d'autres le soient aussi. Numéro 14. Le rituel d'humiliation est devenu, sans le vouloir, l'examen d'entrée pour les personnes destinées à marcher à tes côtés. Les gens qui ont essayé de t'humilier croyaient tester tes limites. Ils pensaient mesurer combien de pression tu pouvais encaisser avant de finalement abandonner. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que le test n'a jamais été uniquement le tien. Toute personne qui observait était testée aussi. Chaque personne devait faire un choix. Suivrait-elle les voies les plus fortes ou prendrait-elle le temps de découvrir la vérité par elle-même? Cette décision en a révélé beaucoup plus sur elle qu'elle n'a jamais révélé sur toi. Ta saison douloureuse est devenue un examen d'entrée dont personne ne savait qu'il le passait. Certaines personnes ont échoué immédiatement. Elles ont accepté les rumeurs sans preuve. Elles ont confondu popularité et vérité et se sont jointes à des conversations dont elles ne savaient presque rien. Elles ont disparu au moment où ta vie est devenue inconfortable, parce que leur loyauté dépendait de la commodité, pas de la conviction. Elles n'étaient pas équipées pour marcher avec toi vers ton avenir, parce qu'elles ne pouvaient même pas se tenir à tes côtés dans ton présent. D'autres t'ont surpris. C'étaient les gens qui refusaient de se précipiter vers le jugement. Elles posèrent des questions au lieu de faire des suppositions. Elles regardèrent tes actions au lieu de répéter les ragots. Elles te donnèrent le droit d'être humain sans réduire toute ton identité à un seul chapitre douloureux. Elles reconnaissaient que l'histoire de chaque personne est plus grande que son pire moment. Ces personnes ont réussi le test sans même s'en rendre compte. Le détail remarquable, c'est que ce processus a protégé ton avenir. Imagine un instant porter dans ta prochaine saison des gens qui ne te valorisent que lorsque tout va bien. Le premier signe de difficulté les aurait fait partir de toute façon. Il vaut bien mieux découvrir les relations peu fiables pendant une tempête qu'après leur avoir confié tes rêves les plus chers. Ton humiliation a révélé les fondations fragiles avant que ces relations n'aient la chance de s'enfoncer. Elle a aussi révélé quelque chose d'extraordinaire sur tes véritables alliés. Ils n'étaient pas impressionnés par les apparences. Ils étaient impressionnés par la substance. Ils admiraient ton honnêteté plus que ton image. Ils respectaient ta résilience plus que ta réputation. Ils comprenaient que la réponse d'une personne à l'épreuve dit souvent une vérité que le succès ne peut pas dire. Avec le temps, ces relations sont devenues plus fortes, parce qu'elles avaient déjà survécu à l'épreuve la plus dure. Elles n'avaient plus besoin de preuves incessantes de ton caractère, parce qu'elles l'avaient vu sous pression.
Elle t'avait vu être incompris sans devenir cruel, déçu sans devenir désespéré, et challengé sans abandonner tes valeurs. Ce genre de preuve crée une confiance qui ne peut pas être fabriquée. La plus grande ironie, c'est que tes critiques ont contribué sans le savoir à bâtir l'un des cercles les plus solides que tu puisses jamais avoir. Ils pensaient te retirer des gens de ta vie, mais ils l'affinaient en réalité. Ils séparaient les spectateurs des compagnons, les opportunistes des amis loyaux, et les connexions superficielles des liens durables. Et si tu ne retiens qu'une seule vérité de tout ce message, que ce soit celle-ci, l'humiliation n'a jamais été la fin de ton histoire. Elle a été le moment qui a révélé ce qui ne pouvait pas être vu autrement. Elle a exposé qui était prêt à croire un mensonge sans preuve et qui avait la sagesse de chercher la vérité. Elle a révélé qui ne t'aimait que lorsque la vie était facile et qui était prêt à se tenir à tes côtés quand tout devenait difficile. Et surtout, elle a révélé la force qui était déjà en toi, même quand tu ne pouvais pas la voir pleinement toi-même. Les gens qui ont tenté de te briser croyaient fermer toutes les portes. Ils pensaient écrire ton dernier chapitre, réduire ton identité à une saison douloureuse et s'assurer que ton avenir serait toujours éclipsé par ton passé. Mais ils ont mal compris quelque chose que l'histoire a prouvé encore et encore. La vie d'une personne n'est pas définie par la chose la plus dure qu'elle traverse. Elle est définie par ce qu'elle devient à cause d'elle. Tu as survécu à ce que beaucoup croyaient devoir te détruire. Tu as refusé de laisser l'amertume devenir ton identité. Tu as refusé de laisser la peur devenir ton maître. Tu as refusé de rester piégé dans hier pendant que ton futur attendait d'être construit. Et à cause de cela, tout a changé. L'humiliation est devenue un filtre plutôt qu'une prison. Elle a filtré les relations superficielles, la fausse loyauté, les applaudissements vides et les gens qui ne marchent avec toi que lorsqu'ils en tirent bénéfice. En même temps, elle a attiré à toi des gens doués de discernement, d'intégrité, de courage et de sagesse. Les alliés que tu as gagnés n'étaient pas attirés par ton confort, ils ont été convaincus par ton caractère. Ils ont vu ta constance sous la pression, ta dignité dans les moments difficiles, et ta détermination à continuer d'avancer quand abandonner aurait été plus simple. Ne sous-estime jamais ce qu'une persévérance silencieuse peut accomplir. Le monde célèbre souvent les victoires bruyantes, mais certaines des plus grandes transformations arrivent là où personne n'applaudit. Chaque jour où tu as choisi l'intégrité plutôt que la vengeance, la croissance plutôt que le ressentiment, et le but plutôt que l'apitoiement, tu posais une fondation qu'aucune rumeur ne pourrait détruire. Pendant que d'autres investissaient leur énergie à garder ton passé en vie, toi, tu investissais la tienne à créer un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Souviens-toi de ceci, élu. Souviens-toi de ceci, authentique. Quand la vie semble injuste, les gens peuvent mal juger ta saison, mais ils ne peuvent pas arrêter ta croissance. Ils peuvent mal comprendre ton parcours, mais ils ne peuvent pas réécrire ton but. Ils peuvent essayer d'enterrer ta réputation, mais ils ne peuvent pas enterrer un caractère authentique. Le temps a cette manière remarquable de séparer le bruit de la vérité, la performance de l'authenticité, et l'opinion temporaire de la réalité durable. Alors avance avec confiance, non pas parce que ton chemin a été facile, mais parce que tu sais désormais ce que la pression n'a pas pu t'enlever. Ta paix a survécu, ton caractère a survécu, ta foi a survécu, ton but a survécu, et parfois, survivre avec son intégrité intacte est la plus grande victoire de toutes. 2 chemins s'ouvrent maintenant devant toi, et c'est à toi de choisir. Le premier chemin, c'est celui qui scelle absolument ton aura et te donne accès au manuel complet du protocole Obsidienne. Le téléchargement de l'e-book se fait dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Le second chemin, c'est celui qui permet à ces enquêtes menées dans l'ombre de continuer à exister, parce que sans toi, elles s'éteignent. Ce lien de soutien, lui aussi, est glissé dans le commentaire épinglé tout en haut, sans bruit, sans tape à l'œil, pour ceux qui sentent l'appel. Choisis l'un, choisis les deux. Mais ne laisse pas cette porte se refermer sans y être entré. Tu as entendu le message, maintenant fais-en quelque chose. Que la justice divine t'accompagne et à bientôt dans la